Avec le professeur Wali sur l'intérêt des associations fixes dans la prise en charge et toujours dans le prolongement de la prise en charge de l'HTA. Merci, monsieur le professeur. Donc, tout d'abord, chers collègues, honorable assistance, je remercie les laboratoires Sanofi Aventis, je remercie également les organisateurs de cette table ronde qui a pour thème l'hypertension artérielle. Donc, je les remercie pour leur invitation à participer donc, à cette table ronde. Ce choix sur l'hypertension artérielle est bien sûr d'actualité, comme l'attestent les très nombreuses études sur ce thème. À l'origine de l'acquisition, ou au contraire, sont-elles là pour nous démonter? Pour ce qui me concerne, de nombreuses études ne passent pas un mois où il n'y a pas des dizaines et des dizaines de publications sur l'hypertension artérielle sur tous ces aspects. Il nous permet également, d'apercevoir le vécu du clinicien. À travers le vécu du clinicien, c'est peut-être une manière de voir ou de revoir notre copie sur le comportement que nous avons par rapport à ce patient hypertendu. Pour la communication d'aujourd'hui, nous avons deux sous-thèmes, quelques données épidémiologiques et l'intérêt des associations fixes autour de l'hypertension artérielle essentielle. Cette diapo montre le lien qui existe entre le niveau de pression artérielle et le risque de mortalité cardiovasculaire. Je dis cela, tout le monde le sait. Ce risque, ce lien existe et est connu depuis les années 1920. Qu'en est-il aujourd'hui? Bien sûr, il est connu depuis les années 20 et les seuils qui définissaient à l'époque la définition d'hypertension artérielle étaient de 180, supérieur à 180 pour parler d'hypertension artérielle. Puis vous connaissez tous la définition de l'OMS qui définissait, les seuils qui définissaient étaient de 160, 95. Puis il y a une nouvelle définition de 140, 90. Cette tendance à la baisse va-t-elle se continuer? Cette méta-analyse de l'EUR3, ce que vous voyez sur cette diapo, elle confirme des choses que tout le monde connaît bien sûr, qu'il existe un lien entre le niveau de pression artérielle et le risque de mortalité cardiovasculaire. Là, je ne dis pas grand-chose. Mais ce qui est important à voir sur cette diapo, c'est que, ce qui est important à dire, c'est que ce risque existe à partir de 115 mm de systolique et à partir de 75 mm de diastolique. Donc le risque entre hypertension artérielle et entre hypertension artérielle et mortalité cardiovasculaire existe à partir de 115 mm pour la systolique et 75 mm pour la diastolique. Que va-t-on faire? Va-t-on diminuer encore les seuils qui définissent l'hypertension artérielle? Va-t-on revoir ces chiffres à la baisse? Il est difficile bien sûr de répondre à cette question, ce qui fait que les Américains, en 2003, ont, créé, en tout cas, cette entité de pré-hypertension artérielle. Les Européens, pour ne pas faire du copier-coller, ont, eux, parlé de tension artérielle normale haute. Donc, la définition reste la même, mais on a créé cette catégorie de pré-hypertension artérielle et pour les Européens, de tension artérielle normale haute. Cette pré-hypertension artérielle expose-t-elle au risque? Est-elle comme l'hypertension artérielle? Cette pré-hypertension est-elle comme l'hypertension artérielle? Expose-t-elle à des risques majeurs? La réponse est oui. Là, le temps ne nous permet pas de rapporter toutes les études. Ce que nous disons, c'est que c'est la synthèse des études. La pré-hypertension, lisez bien cette diapo, augmente le risque cardiovasculaire. La paroi artérielle est déjà le siège d'un processus inflammatoire qui favorise le développement de l'athérosclérose. De plus, donc la synthèse des études, la prévalence de l'hypertension est élevée, particulièrement chez les sujets obèses. De même, la hypertension augmente la probabilité de devenir hypertendu. Donc, trois paramètres. Probabilité de devenir hypertendu, qui est importante, sa prévalence, sa fréquence de la préhypertension, et enfin, comme nous l'avons dit dans la diapo précédente, le risque cardiovasculaire existe déjà pour des tensions inférieures à 140. Donc, on peut répondre, et ce n'est pas ma conclusion à moi, c'est la synthèse de certains articles qui disent que la préhypertension artérielle
artérielle représente un problème de santé publique majeur. Donc l'hypertension artérielle, oui, c'est un problème de santé publique majeur, mais également la pré-hypertension artérielle, je le dis, représente, selon donc beaucoup d'auteurs, un problème de santé publique majeur. Nous rapportons cette diapo qui a été rapportée par le professeur Atmani, c'est juste pour dire que nous n'allons pas, l'objectif d'avoir créé cette classe de pré-hypertension artérielle n'est pas de traiter tout le monde, bien sûr, ce serait anormal. Donc, la pré-hypertension sera traitée uniquement lorsque on est devant des situations à risque majeur. Mais surtout, avoir créé cette classe de pré-hypertension va surtout essayer d'éviter ce qu'on fait tous les jours, à savoir l'inertie. Cette inertie est propre aux cliniciens, à nous-mêmes, elle est également propre aux patients. Si on se réfère à certaines choses qu'on fait à nos consultations, parfois on ne fait que renouveler l'ordonnance. Je pense que pour certains patients, ça nous arrive de le faire sans avoir à revoir notre copie, sans avoir à revoir le dossier du malade. Et également ce patient, parfois dont on ne connaît même pas l'existence, c'est quelqu'un qui nous glisse le papier, l'infirmier ou un parent pour refaire cette ordonnance, renouveler l'ordonnance. Donc, avoir créé le chapitre pré-hypertension, c'est surtout pour éviter cette inertie du clinicien, cette inertie du patient. Cette inertie explique en partie le faible pourcentage de patients qui ont une pression artérielle contrôlée, comme vous le voyez, dans les pays occidentaux, qui travaillent concernant l'atteinte de l'objectif tensionnel. Vous voyez qu'il est faible, que ce soit aux USA, que ce soit en France, en Angleterre ou au Canada. Ce pourcentage est également faible, comme vous le voyez sur cette diapo, même lorsqu'on a des objectifs tensionnels aussi modestes, on n'est pas très dynamique avec le patient, et pourtant, on n'arrive pas à contrôler ces patients, même lorsque les seuils sont au-delà de 140, 90. Là, nous nous posons la question suivante. L'atteinte des organes cibles, absolument physiopathologique. Le troisième point, c'est qu'il n'existe pas un échappement thérapeutique, parce que par rapport aux IEC, il y a formation de l'angiotensine tissulaire, qui est indépendante du système rénien. Donc à un moment donné, vous pouvez utiliser des inhibiteurs d'enzymes de conversion, il y aura un échappement thérapeutique parce que cette formation d'angiotensine est indépendante du système rénine-angiotensine, et donc ça ne sert à rien de la bloqueur de l'angiotensine 2 par dire d'échappement de valsartan et de losartan. Donc bien sûr, actuellement la médecine est basée par les preuves. Nous allons rapporter quelques études assez brièvement concernant l'intérêt de l'irbesartan hydrochlorothiazide comme association fixe, puisqu'actuellement on est obligé d'apporter des preuves de l'efficacité des produits qu'on utilise. Donc cette première étude rapportée en 1995 rapporte que l'association fixe irbesartan hydrochlorothiazide permet une baisse efficace de la pression artérielle. Cette série concerne à peu près approximativement 700 patients, et vous voyez qu'après titration, nous avons une réduction de la pression systolique qui avoisine les 25 mm. Et vous avez retenu tout à l'heure sur une des diapos, dans l'étude de Lewington, qui dit que diminuer de 2 mm de pression de systolique va être à l'origine de la diminution de 10% des risques cardiovasculaires. Donc 25 mm, c'est très important à considérer. Donc, dans une autre étude qui concerne toujours l'intérêt de l'association irbesartan hydrochlorothiazide, cette association a été efficace et bientôt est tolérée. Peu de malades sont sortis de cette étude. Et ce qui est important à considérer dans ce cas, c'est que l'efficacité obtenue initialement a été maintenue 6 semaines, 12 semaines, et après une année de traitement. Une autre étude encore, c'est une analyse qui montre que l'irbesartan hydrochlorothiazide, toujours après filtration, a permis d'obtenir une tension artérielle cible correcte
et une pression artérielle cible. Donc l'objectif tensionnel est atteint chez plus de 80% des patients. Et qui s'est maintenu, bien sûr, vous avez vu sur la diapo, sur plus de 2 années d'études. Une autre étude confirme que l'irbesartan est efficace sur l'association irbesartan-hydrochlorothiazide est efficace sur les 24 heures. Et on connaît l'intérêt de l'efficacité d'un traitement sur les 24 heures. Ça permet la monoprise, ça évite les pics tensionnels, les augmentations de tension artérielle, pratiquement, essentiellement ceux qui surviennent au petit matin et qui sont à l'origine, comme vous le savez, de complications cardiovasculaires majeures. Donc l'intérêt aussi, donc ça c'est une autre étude qui montre que cette association est efficace sur les 24 heures. L'étude inclusive est une étude encore plus récente, qui date de 2005. Donc là aussi, après titration, augmentation des doses et association irbesartan-hydrochlorothiazide, confirme pratiquement toutes les données que nous venons de dire, à savoir la réduction des chiffres, qu'il s'agisse de tension artérielle systolique ou diastolique, efficacité à court et moyen terme avec tolérance, un pourcentage très intéressant de patients qui vont atteindre l'objectif tensionnel, 77% pour la systolique, 83% pour la diastolique. Et toujours dans cette étude récente inclusive, elle montre que pratiquement ça a été efficace, même dans les sous-groupes réputés non répondeurs ou dans les situations difficiles, comme chez les patients diabétiques. Donc, efficacité pratiquement dans les sous-groupes, et peu d'effets secondaires. Toujours par rapport à cette association, cette thérapie fixe, vous voyez qu'elle donne moins d'effets secondaires que la double monothérapie. Ce qui a fait dire à certains si 1 plus 1 égale 2 concernant l'efficacité, pour ce qui est des effets secondaires, 1 plus 1 égale 1,5. Donc là, nous résumons l'intérêt des associations fixes dans leur simplicité d'utilisation, la compréhension en traitement, l'efficacité, comme nous l'avons vu, et la tolérance. Donc voilà les avantages que confère cette thérapie. Et vous aurez remarqué que, faute de temps, et par rapport au thème aussi que nous avons discuté, nous avons parlé de l'hypertension artérielle non compliquée, donc du patient que nous prenons en charge tous les jours, et non pas du patient compliqué qui lui peut-être va être pris en charge par d'autres confrères plus spécialisés dans un domaine par rapport à l'autre. Donc l'objectif, c'est d'utiliser un médicament bon escient, précocement, à temps, et avant d'arriver à la fin des organes cibles, avant d'arriver aux complications majeures. Donc c'est ça un des objectifs. C'est pour ça que nous avons dit qu'il y a un intérêt majeur au diagnostic précoce et au traitement agressif de l'hypertension artérielle à un stade utile. Parce qu'à un stade tardif, on a beau parler de néphroprotection, de cardioprotection, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà un virage dangereux qui a été pris par le patient? Une bonne compliance à un traitement est un élément déterminant du contrôle de la tension artérielle. Et nous rappelons pour finir l'intérêt des associations fixes ARA2 hydrochlorothiazide. Nous vous avons présenté l'hydrochlorothiazide avec son efficacité et sa tolérance. C'est pour dire est-ce que nous appliquons les recommandations, est-ce que nous faisons bien à nos malades en général par rapport à ce patient hypertendu. Chacun d'entre nous peut revoir ce qu'il fait au quotidien pour s'auto-évaluer et je vous remercie.